Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier dîner débat de 2023. Ce soir, nous avons souhaité engager un débat sur la fin de vie. Pourquoi avoir choisi un sujet aussi complexe et délicat en début d'année ? Si, ça marche. Et qui soulève d'importantes questions d'éthique. D'abord parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Un jour, que l'on souhaite le plus lointain possible, chacune et chacun d'entre nous se trouvera confronté au choix de sa fin de vie ou au choix de la fin de vie d'un parent, d'un ami. Peut-on choisir sa mort ? Peut-on demander à un soignant, un parent, de l'aide en cet ultime instant ? De plus, ce choix nous a semblé judicieux, car au moment où nous l'avons choisi, en décembre dernier, une consultation citoyenne sur la fin de vie venait d'être lancée par M. Emmanuel Macron. Effectivement, après une étude des différents textes législatifs existants et avec l'aide d'experts, médecins, soignants, éthiciens, psychologues, etc., 185 citoyens tirés au sort doivent répondre à la question suivante. Le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie en France est-il satisfaisant ou faut-il l'adapter ? D'abord, il faut voir ce que dit la loi. Et y a-t-il des situations auxquelles elle ne répond pas ? Deuxième temps, une évolution de la législation est-elle possible vers une application éthique de l'aide active à mourir ? Ce sont ces questionnements qui seront les nôtres ce soir. Et nous avons 3 intervenants qui pourront nous aider à y voir plus clair. Avant de vous les présenter, je me permets de rappeler en quelques lignes ce que dit la loi aujourd'hui. Depuis 1995, de nombreuses lois encadrent strictement les possibilités offertes aux malades qui souhaitent arrêter leur traitement, abréger leur souffrance et mourir. La dernière loi, dite Claes-Leonetti, date de 2016 et permet, j'ouvre les guillemets, une sédation profonde et continue jusqu'au décès en cas de pronostic vital engagé à court terme. Je ferme les guillemets. Autrement dit, il est possible d'injecter au malade un produit qui va le plonger dans un sommeil profond et non réversible jusqu'à son décès. Cette sédation peut être mise en œuvre sur proposition médicale ou sur demande du patient. J'insisterai sur le fait que chacun des termes que vous venez d'entendre est important. Par exemple, l'expression « en cas de pronostic vital engagé à court terme ». Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Donc, nous sommes heureux d'accueillir ce soir et nous les remercions pour leurs avis et pour leurs témoignages. Madame Cécile Bernard, médecin dans le service de soins palliatifs à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Madame Sylvie Longeon-Curcy, déléguée départementale de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Monsieur Louis
Schweitzer. Alors, je ne sais plus exactement ce que je dois dire. Il a tellement de titres. Tellement, voilà. Alors, professeur émérite d'éthique, ancien membre du Conseil consultatif national d'éthique, que l'on appelle CCNE. Il a été aussi membre de la commission éthique de la Fédération protestante de France. Bon, et beaucoup d'anciens... Voilà. C'est bon. Alors, le débat que l'on va faire commence d'abord par, disons, la définition d'un certain nombre de termes que vous allez entendre tout au long de la soirée et qu'il est important de bien comprendre. Donc, c'est Madame Bernard, qui est médecin, qui va donc d'abord se lancer dans un certain nombre de définitions importantes. Qu'est-ce que l'euthanasie? Qu'est-ce que le suicide assisté? Qu'est-ce qu'une unité de soins palliatifs, etc., etc. Et donc, après, donc, elle va nous parler pendant un certain temps de son travail, justement, dans son service de soins palliatifs. Madame Longeon-Curcy, déléguée départementale de l'Association pour le droit à mourir dans l'indignité, nous présentera quels sont les tenants et les aboutissants de cette association, quels sont ses souhaits et quelles sont les choses qui lui semblent importantes pour faire évoluer la loi. Et M. Schweitzer essaiera de nous, enfin disons, de pas essaiera, il nous parlera de quelque chose qu'il connaît bien puisqu'il fréquente cela depuis longtemps. Il nous parlera donc plus précisément d'éthique. Qu'est-ce que ça pose au point de vue problème, s'il y a une évolution de la loi ou s'il n'y en a pas. Donc, voir un petit peu ce que cela pose comme problème. Donc, je n'ai plus qu'à vous soumettre. Donc, ces trois intervenants vont parler successivement, entre 15 et 20 minutes chacun, et ensuite, le débat s'ouvrira. Donc, nous aurons, je pense, à peu près 1 heure pour le débat. Voilà. Alors, je souhaite avant tout que ce débat soit apaisé et serein. Voilà, en ces temps où justement on ne n'était pas tellement. Merci à l'avance les intervenants et je vous laisse les écouter. Merci beaucoup. Merci. Donc moi je vais peut-être juste commencer par reprendre 2-3 petites choses sur la loi sans vouloir vous faire un cours législatif et les définitions. Alors, on m'a confié cette mission, mais j'ai des collègues à côté qui vont pouvoir m'aider. Je voudrais juste dire qu'il y a une loi qui est quand même très importante, qui est la loi de 2002 sur le droit des malades, puisque elle change notre manière d'exercer la médecine. À ce moment-là, on décide que le patient a le droit de donner son avis. Donc, je pense que ça, c'est quand même un élément qui est fondateur. Et dans les lois qui encadrent aujourd'hui la pratique de la fin de vie en France, de l'accompagnement des malades, il y a la loi Leonetti de 2005 qui refuse l'obstination déraisonnable. Donc on n'a pas le droit en France d'être dans l'acharnement thérapeutique. Qui interdit l'euthanasie, qui propose ce qu'on appelle pour la première fois les directives anticipées. Donc c'est le fait de pouvoir écrire en avance, vous, moi, tout le monde, ou quand on est malade, le fait de ce qu'on souhaiterait si un jour on ne peut plus s'exprimer, qui parle aussi de la personne de confiance. Si vous êtes hospitalisé, on va vous demander la personne à prévenir. Ça, c'est la personne qu'on appelle. Et puis il y a la personne de confiance. La personne de confiance, c'est mon porte-parole si un jour je ne peux plus donner mon avis. Et ça peut être quelqu'un de proche, mais ça peut être... il y a des patients qui choisissent leur médecin généraliste, par exemple. Et voilà, donc ça... Et dans la loi Leonetti de 2005, on parle aussi de ce qu'on appelle le double effet. Le double effet, c'est quoi? C'est le fait que moi, comme médecin, j'ai le droit de prescrire des médicaments à mes patients en fin de vie qui peuvent
pour les soulager, dans l'intention et avec l'objectif de les soulager, mais qui peuvent à la marge précipiter, raccourcir leur temps de vie. Et cette loi, ce double effet, il est très important, parce que ça veut dire que quand on exerce auprès des patients, et je reviendrai tout à l'heure sur la définition des soins palliatifs, mais quand on s'occupe de gens qui sont en fin de vie, et notre objectif principal, c'est de les soulager. Et donc ça a permis, ce socle législatif, de pouvoir les soulager, parce qu'on ne se pose jamais la question, enfin, après on est raisonnable dans ce qu'on fait, mais voilà. Donc ça, je pense que c'est important, et ça a permis aussi de faire ce qu'on fait maintenant depuis longtemps, ce qu'on appelle des sédations. Alors je vais rentrer dans des détails techniques, et ça va vous parler tout de suite. Si j'ai régulièrement, dans ma pratique, je peux être confrontée à des patients qui ont des cancers pulmonaires, qui ont des maladies respiratoires, et qui vont risquer une détresse respiratoire asphyxiante, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'étouffer. Ces gens-là, je ne vais pas les regarder s'étouffer. Je vais les endormir, je vais les soulager de cet étouffement, et je peux aller jusqu'à les endormir pour qu'ils ne ressentent pas l'étouffement. Le cadre dans lequel on fait ça, il est très clair. C'est ce qu'on appelle des urgences palliatives. Ça peut exister aussi sur une hémorragie cataclysmique. Et il est très clair parce que c'est des choses qu'on évoque régulièrement avec les patients et qu'on sait tout à fait adapter. La sédation, et dans cette sédation-là, c'est une sédation proportionnée, une sédation pour un symptôme réfractaire. On peut très bien passer le cap et après le patient peut se réveiller. Donc ça, c'est la loi de 2005. Et l'autre élément de la loi de 2005 qui est aussi très important, c'est que vous avez le droit en tant que patient de refuser les traitements. Moi, j'ai le devoir en tant que médecin de vous expliquer quelles vont être les conséquences. Et j'ai le devoir de vérifier que si je vous repose la question quelques temps après, vous aurez bien compris les conséquences. Mais vous pouvez refuser une chimiothérapie, une dialyse, une réanimation. En général, quand vous avez une réanimation, vous n'êtes pas conscient. Mais voilà, on peut refuser. Et c'est très fréquent, en fait. C'est ce qu'on appelle les limitations et les arrêts thérapeutiques actifs. C'est quelque chose qu'on fait de manière habituelle dans notre pratique. Ça, c'est 2005. En 2016, la loi de 2016, elle a réitéré tout ça. Elle a remis une couche sur les directives anticipées, sur la personne de confiance, avec des directives anticipées qui se veulent avoir plus de poids. Et puis, elle a introduit ce dont a parlé Monique, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Qu'est-ce que c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès? C'est qu'en effet, comme vous l'a dit Monique, un patient qui va décéder donc qui a un pronostic vital engagé à court terme. Alors à court terme, c'est pas défini dans la loi et c'est fait exprès parce qu'en fait, on pourrait pas définir en nombre de jours. En général, on imagine que c'est 15 jours. Dans la littérature, c'est entre 15 jours et 1 mois. Mais en fait, je vais vous dire que nous, en tant que médecins, on est bien infoutus de faire des pronostics. Voilà. Donc, Et l'autre élément, c'est qu'il faut qu'il y ait des souffrances réfractaires. Donc, si on a ces deux éléments, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, on peut l'utiliser. Soit ça peut être fait à la demande du patient qui souffre trop, chez qui on a essayé de mettre en place des choses, des traitements, un accompagnement, et qui souffre trop, et qui va voir comme seule solution pour ne pas souffrir d'être endormi. Ça, c'est possible. Ça peut être dans le cas où on arrête un dispositif de maintien artificiel de la vie, un ventilateur, et que ça va entraîner des souffrances. Donc dans ces cas-là, on fait aussi une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Quand on fait ça... Vous dites maintenue, j'ai pas compris. Maintenue. Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'en fait, la personne ne se réveillera plus. Voilà. Et donc cette sédation profonde et continue, elle a pour objectif et pour intention de soulager le patient de ses souffrances. Et elle peut aussi être faite si le patient n'est plus en capacité de s'exprimer. Ça peut être une décision médicale, et quand on met en place une sédation profonde et continue, quand on y réfléchit, on a l'obligation de réaliser ce qu'on appelle une procédure collégiale. Une procédure collégiale, c'est quoi? C'est
se mettre autour d'une table avec, donc recueillir l'avis du patient s'il peut s'exprimer. S'il ne peut pas s'exprimer, on recherche ses directives anticipées. On discute avec sa personne de confiance. On discute avec ses proches. Ensuite, on discute avec les soignants qui s'occupent au quotidien de ce patient-là, les aides-soignantes, les infirmiers. Voilà. Et on réunit toute l'équipe. Donc il y a le psychologue, il y a le médecin, la cadre de santé. Et on doit avoir un médecin qui ne fait pas partie de cette équipe-là, qui n'a pas de lien hiérarchique avec le médecin prescripteur du patient, qui est aussi là pour donner son avis. Voilà, donc ça c'est juste pour revenir sur le cadre légal. Après, la loi de 2016, elle réitère l'interdit de donner la mort et elle réitère l'interdiction de l'obstination déraisonnable, ce qui est aussi un élément important. Ça c'est sur les lois. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. J'ai fait de mémoire. La seule chose que j'aurais voulu rajouter, c'est que je cautionne tout à fait ce qu'a dit ma consoeur, voilà. Simplement, j'ai été très surprise moi-même pour répondre à des questions. C'était que quand on parle justement de court terme, la Haute Autorité de Santé, qu'on appelle la HAS dans notre jargon, a écrit et défini ce que voulait dire le court terme. Et j'étais très surprise de lire qu'elle définit le court terme comme quelques heures à quelques jours. Et justement, ça m'a fait plaisir, enfin plaisir, c'est pas le terme, mais disons que j'ai été assez contente d'entendre Cécile, parce qu'effectivement, on a beaucoup de remontées de témoignages où c'est plutôt des semaines et des mois dans la réalité des faits. Par contre, la Haute Autorité de Santé l'a définie comme ça. Et je trouve qu'on en reparlera quand ça sera mon tour. Voilà, donc juste pour finir l'introduction qui est peut-être un petit peu longue, je vais juste revenir sur quand même les termes importants. Donc l'euthanasie, c'est l'acte de donner délibérément la mort à quelqu'un pour le soulager de ses souffrances. Le suicide assisté, c'est d'accompagner quelqu'un et de lui administrer quelque chose, de lui donner quelque chose qu'il va s'administrer lui-même. Et l'assistance au suicide, c'est qu'on vous donne un médicament, une substance qui peut vous faire mourir, qui va vous faire mourir, mais que vous n'êtes pas assisté par quelqu'un au moment où vous le faites. Vous pouvez acheter le médicament à la pharmacie et le faire un jour chez vous. L'euthanasie, c'est la loi belge, pour donner des exemples. Le suicide assisté, c'est ce qui se passe en Suisse. Et l'assistance au suicide, c'est l'Oregon. Voilà. Donc c'est aux États-Unis. Ensuite, les soins palliatifs, c'est des soins qui sont donc des soins dits actifs, qui ont pour objectif de soulager de toute souffrance les patients, avec une notion de souffrance globale et de prise en charge de la souffrance psychologique, sociale, spirituelle et physique, bien évidemment, qui accompagne le patient jusqu'à la mort et qui accompagne ses proches. Il y a même dans les soins palliatifs la notion d'accompagnement du deuil, qui ont un des éléments phares des soins palliatifs, c'est de respecter. Les soins palliatifs n'ont pour objectif ni de prolonger ni de raccourcir la vie. Ils sont là pour accompagner et soulager dans ce temps de fin de vie. Les soins palliatifs, ils ne s'adressent pas que aux personnes en fin de vie, ils s'adressent à l'ensemble des gens qui ont des maladies graves et incurables, pour lesquels il va y avoir à un moment donné besoin de soulager des symptômes d'inconfort, et ils font toujours dominer la qualité de vie. On exerce de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle les soins palliatifs précoces. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Les soins palliatifs, ils se pratiquent toujours en équipe, c'est dans la définition. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est le cœur même des soins palliatifs. Et ils s'accompagnent d'interventions de bénévoles, des bénévoles d'accompagnement, qui ont toute leur importance parce qu'ils sont les représentants de la société civile auprès de nos gens, des personnes qu'on accompagne et qui sont gravement malades. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les soins palliatifs, bien sûr, se pratiquent
Alors, depuis la loi de 99, on est censé administrer des soins palliatifs à l'ensemble des gens qui en ont besoin, quel que soit le lieu où ils sont. L'hôpital, la maison de retraite, le domicile. Et donc, vous avez différents types de structures. Je dis sont censés parce qu'en fait, un des gros éléments, c'est qu'on manque de moyens. Aujourd'hui, à l'hôpital, on a à peu près 40% des gens qui décèdent qui bénéficient de soins palliatifs. Alors, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais ça reste mineur, enfin, en tout cas insuffisant. Donc, dans les équipes de soins palliatifs, vous avez... Donc, moi, j'exerce dans ce qu'on appelle une unité de soins palliatifs, c'est-à-dire un service hospitalier qui accueille des gens gravement malades, incurables, bien sûr, soit dans un temps d'accompagnement de fin de vie. Moi, dans mon service, il y a à peu près autour de 300 patients qui décèdent par an, ce qui fait en moyenne 5 décès par semaine. Et après, on accompagne aussi des gens en séjour de répit. Donc un séjour de répit, c'est des gens qui vivent chez eux et qui, à un moment donné, ça devient très compliqué pour les dents. Il y a des souffrances qui deviennent réfractaires. Il y a des douleurs qui sont de plus en plus insupportables. Et on va les accueillir un temps pour soulager et accompagner ces souffrances. On accueille dans notre service de soins palliatifs des gens qui peuvent encore bénéficier de traitements dits spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir en même temps des chimiothérapies, la radiothérapie et des soins palliatifs. Les soins palliatifs ne sont pas que des soins de fin de vie. En 2010, il y a eu une étude extrêmement importante et intéressante qui a été faite auprès de patients atteints de cancer du poumon, très avancé. Et dans cette étude, il y a eu 2 bras. Vous savez, quand on fait des études, donc il y a eu des patients, ils ont eu que leur traitement du cancer du poumon, puis il y a eu des patients, ils ont eu le traitement du cancer du poumon et des soins palliatifs. Ceux qui ont eu des soins palliatifs, ils ont eu une meilleure qualité de vie. Ouf, heureusement, on sert à quelque chose. Mais ils ont aussi eu une vie plus longue, moins de décès, enfin, en tout cas une durée de vie plus longue. Et de plus en plus, on travaille à faire ce que je disais tout à l'heure, une démarche palliative intégrée ou des soins palliatifs précoces. Dans l'objet, parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies graves, que ce soit les cancers, mais aussi les maladies neurologiques, les insuffisances terminales d'organes, où les gens vont vivre plusieurs années avec ces maladies, et où si on n'accompagne pas le temps de la maladie, si on ne soulage pas les symptômes, en fait, ça devient juste inhumain de vivre avec ces maladies. L'élément crucial, un élément crucial à mon sens des soins palliatifs précoces, c'est que ça nous permet aussi de réfléchir continuellement tout au long de la maladie à ce qu'on appelle notre niveau d'engagement thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réfléchit continuellement. Est-ce que ce patient, cette personne, si à un moment donné, elle a un épisode grave, une infection grave, une détresse, est-ce ça va être logique qu'on fasse des soins de réanimation? Ou est-ce que ça va servir à rien parce que son pronostic il est trop mauvais? Et ça, c'est quelque chose qu'on discute continuellement avec les patients. On parle beaucoup des patients, par exemple, atteints de SLA, de maladie de Charcot. Vous savez, c'est une maladie qui est paralysante au fur et à mesure. Ces patients-là, quand il y a intervention précocement de soins palliatifs, et là, il y a un grand manque en France. Il y a eu un document d'étude extrêmement intéressant qui est sorti en 2021, je crois, parce que ces patients-là, on peut se poser la question en amont ils peuvent, eux, et on doit les accompagner dans est-ce que si vous n'arrivez plus à manger, vous voudrez qu'on vous pose un dispositif pour que vous puissiez manger, une gastrostomie? Est-ce que si vous n'arrivez plus à respirer, on va jusqu'à la trachéotomie? Et tous, en fait, l'objectif des soins palliatifs précoces, en duo avec nos collègues des spécialités, c'est justement de lutter contre l'hospitalisation déraisonnable. Et c'est de pouvoir proposer une médecine adaptée à chacun. Une médecine plus humaine, une médecine qui est une médecine où le fondamental, c'est la voix de la personne malade. Vous savez, la personne malade, elle est au cœur de notre réflexion et de nos préoccupations de soignants. Le patient, il est acteur de ses choix, acteur de ses soins. Et nous, on est toujours là pour réfléchir avec lui et coudre de fil blanc la prise en charge. La prise en charge de Madame A, c'est pas la même prise en charge que Madame B. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental des soins palliatifs.
Donc, ce que je voulais... Alors, la question qu'on m'a posée quand je proposé de participer, quand on m'a demandé d'intervenir à cette soirée, c'est la question que posait Monique, c'est est-ce que le cadre légal, est-ce que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie est satisfaisant ou est-ce qu'il faut l'adapter? Donc comme vous l'avez compris, moi dans mon exercice quotidien et depuis longtemps, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait une quinzaine d'années que j'exerce en soins palliatifs, que j'ai aussi travaillé comme médecin généraliste, que j'ai travaillé en maison de retraite, en long séjour, que j'ai créé à Marseille une équipe mobile de soins palliatifs gériatriques qui va dans les EHPAD de la ville, que j'ai travaillé donc en équipe mobile de soins palliatifs. L'équipe mobile, c'est une équipe qui accompagne les autres médecins dans les autres services sur les situations difficiles et en fin de vie. Donc ça, j'ai travaillé dans cette équipe au CHU Nord à Marseille. Et j'ai également exercé au domicile des patients. Donc aujourd'hui, moi je ne me sens pas limitée par le cadre actuel. Moi aujourd'hui, je trouve que la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti, elles m'offrent un cadre qui permet d'écouter, de respecter la parole du patient, de lutter contre l'acharnement thérapeutique, qui est source à mon sens de multiples souffrances, et de lutter aussi contre la perte de sens et de soulager les souffrances. Alors les patients, ils me parlent quotidiennement, vous imaginez bien, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent qu'ils ne veulent pas souffrir. Qu'ils ne veulent pas souffrir et qu'ils ne veulent pas être abandonnés. Qu'ils ne veulent pas être un poids pour les autres, un poids pour leurs proches, qu'ils veulent être accompagnés. Parfois, ils me disent qu'ils en ont marre, bien sûr, qu'ils sont las de vivre en souffrance, qu'ils ne veulent plus vivre en souffrant, et en même temps qu'ils ne veulent pas mourir, pas tout de suite, pas trop vite. Les patients et leurs proches, ils expriment une grande ambivalence. Je veux mourir et je veux vivre. Dans ma pratique, les demandes d'euthanasie qui perdurent dans le temps sont extrêmement rares. Les patients qui ont mal, bien sûr, ils peuvent demander à mourir. Mais en général, quand ils sont soulagés, ils ne nous demandent plus à mourir. Quotidiennement, on va essayer de décoder la demande du patient. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande? Vous savez, on peut demander des choses et désirer autre chose. Donc, est-ce que le patient, il nous demande à mourir? Est-ce qu'il veut mourir? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est un appel au secours? Est-ce qu'il veut qu'on s'occupe de lui? Et c'est quotidiennement, on va essayer de décoder, d'essayer de comprendre ce que le patient souhaite réellement. Et c'est un travail dans lequel c'est nécessaire d'avoir la confiance des patients, c'est nécessaire d'être en relation avec les familles, et puis c'est nécessaire, vous comprendrez bien, d'être en équipe. Je dis souvent aux familles, comme à mes collègues, aides-soignantes, infirmières, psychologues, kinés, c'est parce que nos regards ils s'additionnent que notre vision et notre compréhension du patient, elle est meilleure. Nos regards ils s'opposent pas. Pour terminer, je vais vous raconter des petites histoires. Parce que je suis un peu venue avec mes patients, parce que vous imaginez bien que même si j'ai pas mal d'heures de vol en soins palliatifs, il y en a quand même qui m'accompagnent en dehors de mes heures de travail. Bon, je vais lire, ce sera peut-être plus facile. Il y a plusieurs années, j'ai accompagné Madame O, 55 ans. Tôt dans la maladie, Madame O avait dit à son époux et à sa fille qu'elle irait, le moment venu, en Suisse pour demander le suicide assisté. Madame O était très angoissée à l'idée de mourir. Nous avons eu de multiples échanges autour de sa maladie, sa non-guérison, sa mort et sa demande de suicide assisté. Quand ce sera le moment, j'irai en Suisse. J'ai suivi plusieurs mois Madame O. Je l'ai rencontrée avec son époux et parfois sa fille lors de ses venues à l'hôpital. Confiée à une équipe de soins palliatifs au domicile, son état s'est progressivement dégradé. Atteinte de métastases cérébrales, son état de conscience et de vigilance était fluctuant. Son époux et sa fille se questionnaient pour savoir si c'était le moment d'aller en Suisse. Comment pourrait-il savoir quel serait le bon moment alors que Madame O ne le demandait plus? Nous avons réfléchi avec eux, nous les avons écoutés et nous avons décidé ensemble, nous leur avons proposé en quelque sorte de se baser sur l'expression verbale et les signes que donnait à voir Madame O. Madame O est décédée chez elle, paisiblement. La veille, elle avait apprécié un beau repas et bu une coupe de champagne. Son époux a été très remerciant de ces derniers moments vécus à ses côtés. La semaine dernière, Madame F, 47 ans, me disait dans la même phrase qu'elle n'en pouvait plus, souffrait et voulait partir vite, mais qu'elle ne voulait pas quitter son mari et ses filles
et qu'elle voulait mourir le plus tard possible. Alors que son mari se disait se sentir prêt au départ de son épouse il y a quelques semaines et attendre cette mort, lundi, il m'évoquait que sentant la fin approcher, il réalisait ce que cela impliquait et exprimait sa peine. Madame F, quand elle est arrivée dans le service, était très angoissée, très déprimée. Aujourd'hui, malgré un fond de tristesse, elle s'est apaisée grâce à la prise en charge médicamenteuse et relationnelle, mais aussi par le fait de favoriser des moments de communication avec ses filles, de parler de son père décédé et d'apporter à ses côtés la photo de son père décédé. Madame F pleure beaucoup moins depuis quelque temps. Lundi, Madame H, 54 ans, évoquait le fait qu'elle attendait la mort, qu'elle était prête, qu'elle ne voulait pas que ça dure. Dans le même temps, elle me disait qu'elle appréciait les moments avec sa famille et que quitter et laisser son mari seul était trop dur, notamment le laisser manger seul. Monsieur B, ultra douloureux, demandait à mourir à son arrivée dans le service. Soulagé de ses douleurs, il a retrouvé une énergie de vie et a pu partir en vacances avec ses proches. Accueillir la souffrance, mettre en œuvre collectivement une créativité et 1001 moyens de la soulager. Écouter la demande de mort, la décoder, essayer de comprendre quel est le désir du patient derrière sa demande. Accueillir l'ambivalence du patient et de ses proches. Proposer à chacun une prise en charge singulière et au plus proche de ses souhaits. Voilà ce à quoi je m'emploie quotidiennement. Une exigence de soulagement et d'accompagnement jusqu'au bout. Et je voudrais juste dire pour conclure que la fin de vie est loin de se réduire à l'adoption d'un texte législatif et à un débat législatif. Très bien. Alors, bonsoir. Donc, effectivement, je vais prendre la parole. Donc, je vais vous parler de notre association, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association que j'ai rejointe récemment, puisque j'ai été nommée par le conseil d'administration en novembre 2021. Je suis donc déléguée pour le Rhône et la métropole de Lyon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Rhône, nous avons 2400 adhérents et que l'ADMD est une association qui est présente sur tout le territoire et on a plus de 76 000 adhérents. Alors, pour vous expliquer effectivement, comme l'a introduit Monique au départ, cette association, elle a plus de 40 ans d'existence. Elle a été créée en 1980, bien avant les lois dont a parlé Cécile. Et elle milite, on va dire au départ, elle militait vraiment pour qu'on mette le malade au centre, qu'on respecte vraiment le malade. Donc, les lois qui ont été citées, effectivement, ont permis un petit peu à modifier l'équilibre, je dirais, médecin-patient de l'époque, parce qu'aujourd'hui, on fait des choses formidables, justement, en soins palliatifs. Mais à l'époque, c'était vraiment le médecin sachant qui imposait, on va dire, la décision au patient. Je caricature, bien sûr, la situation. Et du coup, nous, l'association a énormément milité pour que les choses changent. Et là, on est arrivé à 2 piliers fondamentaux aujourd'hui, si vous me demandez la mission de l'association. Le premier pilier, c'est effectivement d'informer, de débattre, bien sûr, de rendre visible le fait que nous sommes nombreux à penser que la loi Claes-Leonetti, dans son état actuel, ne correspond pas aux situations, à toutes les situations. Et nous souhaitons effectivement que les Français puissent avoir le choix de leur fin de vie. Quand je dis le choix, c'est un accès universel aux soins palliatifs, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Cécile, 40% des Français ont accès aux soins palliatifs. Nous, on estime que chacun d'entre nous, si nous le souhaitons, nous devrions pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes, dans la vulgarisation de notre combat, oublient ce point. C'est très important. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, n'ont pas peur de la mort, savent qu'ils ont un pronostic vraiment grave et incurable, et eux, ils veulent mourir. C'est vraiment une volonté très forte.
Ils ne veulent pas aller en soins palliatifs parce qu'ils savent qu'ils vont mourir dans des souffrances épouvantables. Donc, dans ce cas-là, nous voulons, et nous militons, et je l'assume, qu'effectivement, on puisse, dans des conditions bien spécifiques, on est d'accord, hein, le cadre doit être extrêmement restreint, mais à une aide active à mourir qui se présente sous les 2 formes, ou 3, puisqu'on a évoqué l'assistance aussi au suicide, mais le suicide assisté, l'euthanasie et l'assistance au suicide, mais on n'est pas très favorable à ce qui se passe dans l'Oregon. Et l'autre pilier très important de notre association, parce que moi j'y passe énormément de temps, c'est l'entraide et l'écoute. C'est-à-dire qu'on a énormément de familles qui nous appellent, parce que les familles sont en détresse, parce que là typiquement il y a une personne qui était hospitalisée donc, à la Croix-Rousse. Elle est passée en soins palliatifs au centre des Massues, qui est à côté de chez nous, donc dans le Lyon 5e, qui est un centre extraordinaire. Moi je connais toute l'équipe, ils sont très très bien. Mais elle a des souffrances telles qu'elle n'arrive pas à être soulagée par, effectivement, ce qu'on lui propose. Donc son mari est prêt à l'emmener en Suisse. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des cas... Donc on accompagne les familles, on discute, éventuellement, on conseille, parce qu'aujourd'hui, on a 4 médecins conseillers dans notre équipe. C'est-à-dire qu'on est 15 bénévoles dans l'équipe du Rhône, et on a 4 médecins conseillers, dont un, justement, on parlait de la maladie de Charcot, dont un qui avait sa femme infirmière, et qui, à 60 ans, a décidé qu'elle ne voulait pas mourir dans des souffrances d'étouffement épouvantables, et elle a demandé à son mari, à ses enfants, de l'accompagner en Suisse. C'est ce qu'ils ont fait. Et elle est partie apaisée, entourée de tous les siens. Effectivement, elle a pu boire la potion en question. Voilà, on accompagne aussi les personnes en leur donnant des renseignements, en leur expliquant ce qui se passe. Alors, je vois que M. Dodeline de la tête, on en reparlera, parce que vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec notre point de vue, et je l'entends tout à fait, mais il y a vraiment des situations qui méritent, et je pense qu'il faut les entendre. C'est-à-dire que si vous ne le souhaitez pas, il ne faut pas empêcher les autres d'avoir ce droit. Je voulais revenir aussi sur les directives anticipées. Effectivement, les directives anticipées, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de définir par écrit ses dernières volontés. Si on ne veut pas d'obstination déraisonnable, si on refuse tel ou tel traitement, ou si on est dans une situation où on ne reconnaît plus ses proches, son mari, ses enfants, ça peut être un signe pour soi de dire « moi je veux partir parce que je ne veux plus vivre ça ». Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces directives anticipées, elles sont contraignantes, c'est-à-dire que le médecin qui reçoit le patient est censé les consulter, mais juridiquement parlant, il peut s'y opposer, c'est-à-dire que si lui estime qu'il veut donner un traitement, etc., contre la volonté du patient, ça n'est pas opposable. La famille n'a aucun recours. Donc ça aussi, c'est pareil, on voudrait que la volonté de la personne soit respectée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc j'ai parlé effectivement des 2 piliers. J'ai parlé, alors le court terme, pour moi justement, et c'est peut-être là où il y a la réalité de ce que Cécile vit tous les jours, et 15 ans de soins palliatifs, moi je l'admire parce que c'est vraiment un gros travail. Nous souhaitons pouvoir effectivement, elle accompagne les personnes, je dirais, qui vont mourir, et nous souhaitons pouvoir accompagner les personnes qui veulent mourir. Voilà, c'est ce qui fait la distinction, mais on est aussi, moi je défends pour que les soins palliatifs aient plus de moyens. Donc ça, il faut le savoir. Alors je ne sais pas, je pense que je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas si j'ai occupé mon temps, mais moi je préfère répondre à vos questions. Donc je laisse la parole maintenant à notre pasteur. Merci beaucoup. Alors, j'imagine que vous avez déjà compris, mais vous aviez déjà compris ça sûrement avant, qu'on a affaire à un sujet compliqué. Doublement compliqué, je crois. D'abord parce que il est très compliqué en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attitudes qui ont des motivations excellentes, réversibles, enfin voilà, c'est très compliqué. Et encore plus compliqué parce que
on a souvent affaire à des gens qui ont des positions très carrées, pour, contre, en tant que militant. Alors on peut être militant de manière tout à fait légitime et apaisée, mais je veux dire, dans le public, très souvent, il y a des affrontements qui ne tiennent pas vraiment compte de toutes les réalités, je crois. Alors, ce qui paraît quand même un peu étrange, alors voilà, encore un mot, les protestants parmi nous savent que donner la position protestante unique, c'est juste pas possible, ça n'existe pas. Parce que là où il y a 2 protestants, il y a déjà 2 positions un peu différentes, et quand il y en a 3, là il y a une scission ou un truc comme ça. Donc voilà, mais n'empêche que sur ce sujet, la fédération protestante, bizarrement, a réussi à être à peu près d'accord quand même. Donc voilà, je vais parler de ça, et en même temps, je vous donnerai quand même, peut-être que vous verrez derrière ce que je vous dis, mon avis personnel. Le côté un peu étrange, vous l'avez déjà entendu dans ce qui a été dit, c'est qu'au fond, on a une loi actuelle, donc la loi Claeys-Leonetti, qui veut répondre à énormément de situations, pas toutes, mais alors pour être honnête, on y reviendra. Je crois qu'imaginer qu'une loi puisse répondre à toutes les situations, c'est juste pas possible, c'est juste utopique. Donc c'est juste avoir une idée de la loi qui me paraît une idée excessive. Mais ce qui est étonnant là, c'est que on sait que la loi telle qu'elle est n'est pas complètement mise en œuvre. D'abord parce que en médecine, comme dans beaucoup d'autres choses, entre le moment où une décision est prise et le moment où ça rentre dans la tête aussi, non seulement des patients, mais du personnel soignant, etc., surtout du personnel soignant qui a un certain âge, il faut du temps. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est, vous savez bien, toutes les questions médicales, le manque de médecins, manque de moyens, etc. Nous avons, comme on dit toujours en France, une médecine absolument magnifique, mais n'empêche qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Et alors, le côté étrange, c'est que on sait qu'on a une loi qui n'est pas encore mise en œuvre, et maintenant tout de suite on veut la changer avant même qu'elle ait pu être mise en œuvre. C'est déjà un peu surprenant. On a une loi sur les soins palliatifs, tout le monde est unanime, et je suis ravi de ça, sur les soins palliatifs, que c'est une nécessité. On a même, si je me rappelle bien, c'est une loi opposable, même normalement, oui. Tout le monde a droit à, sauf que c'est pas possible. Oui, sauf qu'il n'y a pas de moyens. Sauf qu'il n'y a pas de moyens. Et alors, puisqu'il n'y a pas de moyens en soins palliatifs, on envisage d'autres solutions, et c'est toujours un peu dangereux, je trouve, de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Alors, c'est vrai que il y a des raisons variées qui font réfléchir sur la possibilité d'euthanasie ou de suicide assisté. Il me semble qu'il y a en gros 2 raisons qu'on entend souvent. Une raison un peu philosophique, c'est la liberté. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans une société comme la nôtre, il n'y a pas tellement de valeurs autres que la liberté individuelle qui fonctionne. Donc c'est une manière de voir qui a du sens. Ça c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est, je ne sais pas si le mot, pardonnez-moi s'il est trop chrétien ou trop, mais je dirais la compassion. C'est-à-dire ce qu'on a déjà entendu avec mes deux voisines, la compassion pour une personne qui est en situation de souffrance, etc. Les soins palliatifs sont là, je dirais, pour justement aider à soigner cette souffrance, traiter cette souffrance. Et puis, le désir de mourir, c'est la compassion pour la personne qui, devant une situation désespérée à ses yeux, souhaite mourir. Alors, vis-à-vis de ces deux types d'arguments, j'ai envie de dire que d'un point de vue chrétien, pour faire large, parce que les protestants n'ont quand même pas des idées nécessairement absolument originales sur le sujet, il me semble qu'il y a 2 types d'arguments, et je vais essayer de me centrer sur un type. Il y a des arguments qui sont des arguments, je dirais, liés à la foi, des arguments qui sont spécifiquement chrétiens. Et ces arguments pourraient très bien aller dans le sens d'une confiance, dans le sens d'une acceptation qu'on n'est pas maître de sa vie, etc. Mais ça, je vais passer assez rapidement dessus. Une autre fois, je serais ravi de vous en parler, mais parce que j'imagine très bien que ma voisine immédiate répondrait, elle aurait raison en l'occurrence, je trouve, de dire, ben oui, ça justifie tout à fait une objection de conscience, par exemple,
pour une personne à cause de ce qu'elle pense, mais nous sommes dans une république laïque, et donc il est logique que la loi ne tienne pas compte de ce genre de choses, et que l'un puisse dire ben non, moi je ne veux pas ça, et puis l'autre dise moi je choisis, je fais ce choix. Donc voilà, pour cette raison-là, je crois que je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres arguments, qui sont des arguments plus larges. Et j'ai l'impression que souvent on oublie une chose, et dans le public peut-être encore plus que parmi les gens qui travaillent là-dessus, c'est que on imagine toujours, quand on vous présente la situation, une personne, et c'est très bien, je comprends, dans une situation absolument dramatique, touchante, émouvante, et on essaie de résoudre la question de cette personne. Et donc on veut faire changer la loi pour résoudre la question de cette personne. Et je trouve ça très bien, et en tant que chrétien, c'est pas moi qui vais critiquer ça, sauf sur un point. C'est que je crois que quand on change la loi, ça a des conséquences beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges. Quand une décision est prise, ça peut répondre à un problème, et ça peut créer plein d'autres problèmes. Et vous savez, en éthique, c'est un truc qui est presque amusant quand ça n'est pas dramatique. Je veux dire, quand c'est juste de l'éthique, non, mais je veux dire, quand c'est juste intellectuel, c'est presque amusant. On a un problème, on cherche à résoudre ce problème, et alors on trouve la solution géniale qui résout absolument le problème, sauf que la solution en question crée toute une série d'autres problèmes. Et si on analyse plein de choses, je dirais, de la société, on traite souvent les problèmes qui ont été créés par les solutions qui voulaient résoudre des problèmes précédents. Et alors il y a une série de problèmes, je crois, qui sont quand même importants si on change la loi. Et alors là, je suis d'accord que la loi n'est pas tout, et vous verrez, il y a encore des bémols possibles qu'on peut ajouter à ça. La première chose, c'est que je crois que ça change assez fondamentalement le pacte social. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui va être dans une situation dramatique et qui va dire « moi, j'en ai marre de la vie, je souffre, etc., j'ai envie de mourir. Et ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. » Ça, c'est une chose. C'est une toute autre chose quand la société autour va lui dire « ouais, t'as raison, ta vie vaut vraiment pas la peine d'être vécue, on va t'aider à sortir. » J'ai l'impression que... Non, mais je ne dis pas que vous faites ça. Je donnerai votre argument tout à l'heure. Je n'en doute pas, je l'attends. Mais voilà, et je pense que c'est très important parce que ça risque de changer fondamentalement les choses. Et je pense en particulier aux personnes les plus fragiles. Quand vous avez une personne en pleine possession de ses moyens, qui va intellectuellement choisir de quitter la vie, c'est une chose. Mais j'ai peur qu'arrive le moment où vous ayez des personnes très âgées, des personnes en grande difficulté, particulièrement fragiles, qui au bout d'un certain temps, dans une société où la loi permet ce suicide assisté ou cette euthanasie, que ces personnes extrêmement fragiles se sentent quasiment un devoir moral, uniquement moral bien sûr, mais quand même, de quitter la vie. En disant, je coûte cher à la société, je pèse sur mes enfants, en plus c'est pas faux, je dirais les deux remarques. Mais ça veut dire que la société accepte que, enfin, pour moi, pousse même à ça, sans le vouloir évidemment. Je ne pense pas qu'il y a aucun machiavélisme derrière, mais je crois que c'est quelque chose de dangereux. Et c'est les plus toujours dans ces cas-là, c'est les plus fragiles, c'est les plus faibles, c'est les moins fortement charpentés humainement, financièrement, enfin, socialement, intellectuellement, qui seront sans doute les plus touchés. Surtout que, vous allez m'excuser d'avoir l'air pessimiste, mais nous sommes dans un système social, économique, où vous savez bien que la question d'argent, elle est quand même vitale. Or, permettre à quelqu'un de quitter la vie avec un médicament, ça coûte beaucoup moins cher que d'essayer de résoudre ces problèmes avec les soins palliatifs, par exemple, résoudre au sens du soutien, etc. Et moi, j'ai peur que ça entraîne, effectivement. Quand on dit, je ne doute pas un instant, ni de l'honnêteté de ma voisine, ni de l'honnêteté des mouvements qui plaident pour l'euthanasie, la légalisation du suicide assisté. Mais ce que je crois, c'est que je n'ai pas une confiance illimitée dans nos gouvernements. Pas seulement à cause d'aujourd'hui,
Et de manière, Ça, on peut être que d'accord avec vous. mais de manière plus large. Mais de manière plus large. Et quand on dit qu'on veut en même temps développer les soins palliatifs, et je ne parle pas encore là, je parle des pouvoirs, enfin des gens qui tiennent les cordons de la bourse surtout. Quand on dit qu'on veut à la fois développer les soins palliatifs et puis permettre l'euthanasie, je ne doute pas de leur honnêteté intellectuelle, généralement en tout cas, mais je doute de leur réalisme. Parce que je crois qu'effectivement, dans la réalité, ça risque de changer pas mal les choses. Et puis, dernier point, c'est... Là aussi, j'ai l'impression que ça se passe à peu près pour toutes les lois et dans tous les pays. On fait passer une loi, surtout les lois qui sont des questions éthiques et qui posent des questions morales, etc. On fait passer une loi avec toute une batterie de règles, de prudence, d'analyse, de sécurité, etc. Et une fois qu'elle est passée, bizarrement, toute cette batterie de choses finalement s'estompe. Ça va se dérouler de plus en plus naturellement et avec de moins en moins de vérifications. Et en plus, au bout de quelques années, on se rend compte que ces batteries de vérification, de verrous, etc., de prudence, sont dépassées et on laisse passer ça. Et surtout que, alors je dis ça, en même temps je sais que ce qui se passe est toujours interprétable. Mais on est en France entre deux pays proches, francophones, qui pratiquent ça. Hein, la Belgique avec l'euthanasie, la Suisse avec le suicide assisté, et puis un peu plus loin, les Pays-Bas. Je dis un peu plus loin, pas tellement géographiquement, mais linguistiquement en tout cas. Or, c'est assez impressionnant de voir, je trouve, que au départ, ça part de manière très précise, etc. Et puis, petit à petit, on élargit le champ de l'euthanasie possible. Et c'était intéressant, je ne sais pas, vous avez sûrement lu ça, ou pour certains d'entre vous, il y a quelques semaines, mois maintenant, un éthicien néerlandais qui était favorable, complètement favorable à l'euthanasie, qui a été nommé par le gouvernement pour être surveillant de ces choses-là, écrivait une lettre ouverte aux Français dans le journal Le Monde en disant « mais faites attention, ne faites pas les mêmes bêtises que nous ». C'est-à-dire que moi j'étais très pour au départ, puis je m'aperçois qu'aujourd'hui c'est un mouvement qui se met en route et j'ai peur que ce mouvement-là me paraisse dangereux. Je termine peut-être avec deux petits points très courts. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, mais je vous fais confiance. Premièrement, je crois qu'encore une fois, une loi ne peut jamais tout régler. Mais la loi est un garde-fou. Et c'est pour ça que je peux imaginer très bien que dans telle situation, un médecin peut se trouver devant un cas humain tellement complexe, tellement souffrant, tellement etc., qu'en son âme et conscience, ils se disent, mais au fond, la seule chose que je peux faire pour aider cette personne, c'est l'aider à mourir pour souffrir moins, etc. Je dirais, je pense que grâce aux soins palliatifs, ce genre de situation est relativement exceptionnel. Mais on peut imaginer que ça arrive. Et sur le plan moral, je ne dis pas que c'est quelque chose de dramatique. Sauf que je pense que c'est toujours bien que cette personne, en faisant ça, ait conscience de transgresser une loi et qu'elle ait à rendre compte. Il y a pas mal de situations où ça s'est passé et où effectivement les gens n'ont pas été condamnés parce qu'il y avait une justification. Sauf que si vous enlevez la loi, et le fait qu'il n'y ait plus de loi et que c'est tout à fait normal et que c'est tout à fait possible et tout à fait attendu, alors j'ai peur que là soit une porte ouverte relativement dangereuse. Il y a un point, alors j'avoue que personnellement je trouve que la loi telle qu'elle est, elle est déjà très largement positive et très largement suffisante, je dirais. Il y a un point où effectivement j'avoue ma perplexité, je verrai peut-être une exception possible, c'est que la loi tient compte, c'est ce que mes deux voisines ont déjà dit, à juste titre, elle tient compte des personnes qui sont dans une situation de fin de vie imminente. C'est-à-dire qu'il faut que leur espérance de vie soit très courte. Vous avez quelques situations qui peuvent être absolument dramatiques,
de personnes qui sont pas du tout qui sont pas du tout vraiment directement en fin de vie, voilà, qui sont dans une situation d'extrême souffrance, par exemple les maladies dégénératives graves, on pense à la maladie de Charcot parce que c'est un peu le symbole, mais il y en a d'autres, où finalement vous allez vous retrouver sachant que vous allez perdre petit à petit toutes vos capacités, etc. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'absolument désespérant. Voilà, je dirais que on traite on tienne compte dans la loi de ce genre de situation, ça me paraît une possibilité imaginable, voilà. Mais à discuter, et je pense que toutes ces questions-là sont forcément des questions, je pense, extrêmement difficiles. Mais voilà, ce qui justifie en quelque sorte ma crainte et notre crainte de manière générale, j'ai l'impression, et c'est une manière, il y a beaucoup de gens quand même, hein, que ce soit dans le corps médical, que ce soit dans les différentes religions en l'occurrence, c'est pas juste les protestants, mais il y a quand même cette crainte qu'en touchant à la loi, on touche à bien plus que à simplement rendre service à une personne en souffrance. Mais j'ai l'impression qu'on risque de déclencher toute une évolution de la société qui me paraît extrêmement grave. Voilà, je m'arrête là et puis on pourra continuer. Oui, bien, un grand merci à nos droits intervenants. Je crois qu'ils nous ont bien fait rentrer dans le sujet ce soir. Et j'allais dire chacun à leur manière, nous ont éclairci les situations de fin de vie qui peuvent être très différentes les unes des autres. C'est vraiment toutes des situations très particulières. Voilà, maintenant je vais laisser la parole au public et j'espère que vous pourrez continuer à progresser dans la connaissance des problèmes de fin de vie. Je suis assez d'accord globalement avec ce que vous venez de dire, mais bon, vous avez évoqué le fait que la loi, bon, je vais parler de Ricoeur, je pense que ça vous conviendra pas mal. En gros, avec ce qu'il appelle déjà le tragique de l'action, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais, quand on se met à faire quelque chose, savoir exactement où ça va aller, et ça peut être absolument tragique. Et c'en est la même chose pour la loi. Mais le problème, me semble-t-il, c'est qu'une question aussi délicate, mais même qui met en cause l'éthique, mais aussi le spirituel, etc., etc., la loi est incapable de faire quelque chose de bien, en fait. Et d'autant plus qu'on est dans un système, le mot n'est pas très bon, mais enfin dans un système où la loi n'est faite que pour préserver l'existant. Voilà. Et donc, la loi ne peut pas résoudre le problème. Donc, en fait, il faudrait changer les relations sociales globales, politiques, pour pouvoir traiter cette question avec un peu plus de nuances, de paix, etc. Voilà. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que la loi actuelle est un pis-aller, mais qu'elle ne sera jamais adaptée dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du spirituel, déjà, beaucoup, et on a perdu le sens de l'éthique. Voilà. Oui. Oui, juste pour dire que je suis évidemment d'accord, mais alors en même temps, je crois entendre, mais je ne sais pas, voilà, après j'interprète, donc vous me corrigez, que vous dites, au fond, dans la société qui est la nôtre, on ne peut pas résoudre ça tranquillement, si j'ose dire, et de manière avec sagesse. Voilà. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que changer la société permettrait d'être plus à l'aise ? Très honnêtement,
Je pense que ce serait probablement, oui, sûrement, si on arrivait à une société quasi idéale, ça serait vachement bien. Mais Entre la société quasi idéale et celle non, d'aujourd'hui, non, mais je suis d'accord. il y a Mais pas ce que je veux dire, c'est que pour changer des petits points de la société, c'est encore bien pire peut-être que nos débats ici. Donc voilà, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a. mais c'est ce que Mais on est dans une situation qui est de toute manière, quand on parle d'éthique, une situation très compliquée. Parce que, en gros, nous n'avons pas dans une discussion de référence commune pour tout le monde. Et très vite, quand vous êtes, c'est frappant au CCNE, quand on arrivait à un débat un peu profond, tout de suite, il y a quelqu'un qui disait « Ah, mais là, on rentre dans la théologie ». Alors la théologie, ça ne voulait pas dire la théologie, ça voulait dire une sorte de philosophie basée sur des présupposés qui faisaient qu'il n'y avait pas de discussion possible. La seule chose dont vous... Et alors, mais c'est ça qui me fait peur, j'avoue, aussi pour ces questions-là, c'est que vous avez toujours des gens très compétents, très intelligents, très sages, etc., qui disent des choses intelligentes, un peu comme nous faisons ici. Mais à un moment donné, vous avez quelqu'un qui, après s'être raclé la gorge, dit, et avec la conscience qu'il est en train de faire quelque chose de très courageux, il faut quand même aussi mettre sur la table les questions économiques. Et là, on arrive à ce qui, pour un bon nombre de gens, dans la pratique, compte vraiment. C'est-à-dire, on va parler sous, on va parler... Et ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, pour beaucoup de gens, une fois qu'on a creusé un petit peu et qu'on est allé en dessous des apparences sympathiques, la chose vraiment sérieuse, c'est ça. Et je pense que dans la réalité, ce qui va faire fonctionner ensuite la manière de la loi telle qu'elle sera, quelle qu'elle soit, je pense que ça sera en grande partie aussi des questions de cet ordre. Mais pardon, voilà, je m'éloigne. ça va dans le sens de ce que je viens de Non, dire. je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres questions. Hein. Oui, c'est une autre question. Enfin, Non, micro. Et après, Oui, ce qui m'amène une réflexion, c'est sur le principe de la loi. Qui dit loi, ça va définir des bornes, des frontières, des limites, d'un certain côté, des choses autorisées, des choses pas permises, par rapport à des situations qui sont très difficilement maîtrisables, puisque ce sont vraiment des choses qui relèvent de l'intime, de la relation de personne à personne, entre l'équipe soignante, le patient, la famille, qui sont tous des cas particuliers. Alors, un des risques avec la loi, comme il y a l'interdit et le permis, dans les situations particulières, ça arrive que ça foire. C'est tout simplement. Parce que c'est pas ce qu'on a prévu, ça se fait autrement, et il y a des contents et des pas contents. Et ça peut arriver très rapidement à une judiciarisation. Donc on pourrait aboutir à une judiciarisation autour de la mort, autour de la fin de vie, qui fera le bonheur des avocats et de tout ça, mais qui d'un point de vue, je sais pas, éthique, personnel, etc., ça peut devenir une catastrophe. C'est les limites de la loi. Faut des fois, je sais pas, en légiférant, c'est prométhéen, comme c'est une espèce d'orgueil suprême en disant on va tout maîtriser. Et là, moi, ça me gêne, enfin, par rapport à une éthique protestante. Voilà. Je comprends votre point de vue. Seulement, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on est dans la non-transparence. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui pratiquent des euthanasies sans avoir informé la famille, parce qu'ils estiment qu'il faut libérer un lit, parce qu'il y a ci, il y a ça. Et puis, il y a d'autres situations où la personne, effectivement, demande 3 fois, 4 fois, 5 fois une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et là, je sais que ça se fait sur Lyon, parce que j'ai beaucoup de témoignages où il y a très peu d'accès à cela. Donc, on est dans les... C'est pour ça qu'il y a un côté qui me gêne, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut condamner les médecins qui le font sans autorisation, et à la fois, il faudrait que le patient puisse effectivement être respecté dans son ultime volonté. Ah ben ça c'est... Je voudrais juste compléter. En fait, la loi, elle est assez simple. Dans la loi, la parole du patient, elle prime.
Donc en fait, ce que vous dites sur un médecin qui pratique une euthanasie sans le dire aux patients et à la famille, c'est complet. Oui, mais c'est pas parce que ça se fait qu'une loi qui autorise une euthanasie de manière plus large va pas être moins mauvaise. Aujourd'hui, les euthanasies illégales clandestines en France, c'est entre 480 et 1200. Aujourd'hui, en Belgique, on sait que les euthanasies, elles décuplent, et c'est pas parce qu'il y a une loi qui autorise l'euthanasie en Belgique qu'il n'y a pas d'euthanasie clandestine. Donc en fait, est-ce que la loi nous protège de tout? Et ça, pour moi, c'est... voilà. Et quant à la réponse sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a certainement, effectivement, des situations qui rentrent dans le cadre légal et où il n'y a pas de réponse, mais c'est parce que la médecine n'est pas pratiquée de manière adaptée. Et en fait, aujourd'hui, on a aussi une grosse problématique, c'est que l'obstination déraisonnable est interdite, mais des médecins qui pratiquent l'obstination déraisonnable, il y en a plein. Et on aboutit à des situations inhumaines, et comme on a des gens qui souffrent et qui sont dans des situations inhumaines, au lieu de s'occuper de leur souffrance et de pratiquer une médecine intelligente, on va demander l'euthanasie. Il faut quand même qu'on sache aussi travailler avec l'existant et améliorer notre existant. Et je pense que ça, c'est quand même un élément de base. En tout cas, important. J'ai une question technique à la jeune Cécile et puis une autre question plus... La première question, vous avez parlé de la sédation longue et maintenue, où vous avez dit on prend l'avis d'un médecin extérieur, etc., etc. Et j'ai pas entendu que vous preniez l'avis de la famille. Je vais reprendre. Vous prenez l'avis de la famille. En fait, c'est d'abord l'avis du patient. Le plus important, c'est l'avis du patient. Ensuite, si le patient ne peut pas s'exprimer, on consulte ses directives anticipées. Ça, c'est écrit dans la loi. Hein, oui. Si les directives anticipées ne sont pas écrites, on consulte sa personne de confiance. Voilà, c'est ça. Et ensuite, les proches. J'ai mal écouté. Bon, voilà. D'accord. Non, c'est un processus qui est quand même bien sûr. extrêmement large. Donc, j'ai mal écouté ou vous avez oublié. Je l'ai marmonné. Je l'ai mal dit. Bon. La deuxième question plus importante, oui, mais ça m'étonnait que... Bon. Ça m'est donné. La deuxième question, surtout plus importante, votre collègue de gauche a dit que 40% ou 60% des soins palliatifs manquent. Cécile a dit elle-même, est-ce que je parle assez fort, que 40% seulement des personnes qui aimeraient aller en soins palliatifs y ont accès. Voilà. Qui nécessiterait de 40%. En fait, il n'y a que 40% des besoins en soins palliatifs qui sont couverts. Voilà, c'est ça. Si on veut le dire autrement. Et c'est parce que vous êtes trop méchante ? C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens. C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens et la crise... Pardon. J'ai plus de batterie. Excusez-moi. On change pas, c'est même pas proposé. On change les batteries, on continue. Ça, c'est vrai. C'est parfois même pas proposé. Oui, alors je vais continuer, mais parce qu'il y a... Oui, les soins palliatifs ne sont pas toujours proposés. En fait, il y a encore des départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Je crois qu'il y en a... Oui, je n'ai pas les chiffres en tête. En gros, il y a 2,8 lits d'USP pour 100 000 habitants en France. Alors, on a quand même eu plusieurs plans successifs qui ont développé, mais il y a encore des départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Il y a ce qu'on appelle aussi les lits identifiés, il n'y en a pas forcément. Après, on nous dit, oui, il y a des départements, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, mais il y a des lits identifiés. Alors, les lits identifiés, c'est en gros, dans un service de médecine classique, de pneumologie, on met quelques lits, parce que dans cette discipline-là, on a souvent des patients en soins palliatifs, mais les moyens proposés pour les prises en charge des patients sont incomparables avec une unité de soins palliatifs. C'est vraiment... c'est bien que ça existe, mais c'est largement insuffisant, si vous voulez. Si vous comparez en fait, en unité de soins palliatifs, il y a un élément qui est quand même fondamental dans la prise en charge, c'est que le ratio de soignants par rapport au nombre de patients est bien supérieur. Et ça, c'est pas le seul élément, mais ça fait quand même beaucoup. Et après, pour juste terminer sur et je vous donnerai le micro bien sûr, il y a aussi une problématique qui est
qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs et comment on amène nos collègues soignants, médecins, mais à référer aux soins palliatifs et à travailler ensemble. J'ai évoqué tout à l'heure le fait des soins palliatifs précoces et de certaines pathologies. Vous savez, en soins palliatifs, on s'occupe de 80% de patients atteints de cancer. Et pourtant, ça représente 1/3 des décès. Donc il y a plein de patients qui nous manquent. Parce que dans les insuffisances terminales d'organes, comme l'insuffisance cardiaque par exemple, ou même dans certaines pathologies neurologiques, c'est plus compliqué de faire appel aux soins palliatifs. Donc on a aussi un gros déficit de formation en soins palliatifs dans toutes les formations, qu'elles soient médicales, mais aussi les formations paramédicales. Et ça, c'est un des gros travaux auxquels notamment la Société française de soins palliatifs s'attelle, mais aussi les équipes mobiles. Les équipes mobiles hospitalières ont, dans leur vocation et dans leur travail, une vocation de formation des autres. Voilà. Pardon, je voulais rajouter quelque chose. J'avais entendu, et je voulais confirmation auprès de vous, c'est que justement en soins palliatifs, il y avait 5 soignants pour 1 patient. Est-ce que c'est un ratio correct ou... Alors moi, dans le service dans lequel je travaille, on a 12 lits et on a 3 infirmières jour et on a 5 soignants, 3 infirmières et 2 aides-soignantes sur la journée. Ouais, à peu près ça. Une remarque. Oui, une remarque, c'est, je ne sais pas si on a toujours conscience du fait que, au niveau de la médecine, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une révolution sur ces questions de souffrance, en particulier en France, qui n'est pas si vieille que ça. Il y a une mentalité qui est... Et vous savez, quand vous changez les principes, avant que les gens changent, et que ça rentre dans les mœurs, pendant très longtemps, la France a été réticente, j'ai l'impression, à l'aide à la souffrance, enfin, au fait de ne pas souffrir. Les médecins étaient hyper prudents par peur de droguer les patients, etc. Ce qui fait que, c'est Sylvie qui soulignait ça, quand la DMD a commencé, et puis à l'époque, il y a eu des situations qui étaient vraiment des situations tragiques, et je pense que beaucoup de gens, surtout des personnes qui ne sont pas tout à fait jeunes, ont le souvenir de parents ou de voisins ou d'amis, etc., qui ont eu une fin de vie douloureuse, tragique, etc., etc. Alors, plein de choses ont changé, la loi en tout cas a changé. Maintenant, avant que les gens changent et que ça rentre dans la culture, il y a du travail à faire. Et ce vers quoi, je crois, tout le monde souhaite aussi qu'on aille, c'est non seulement des services de soins palliatifs plus développés, facilement accessibles, mais qu'il y ait une culture du soin palliatif chez les soignants en général. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas quand même. Voilà. Je voulais savoir pourquoi on veut faire une nouvelle loi alors que celle actuelle n'est pas appliquée comme il faut. Alors, je vais jouer un peu la provoque. C'est-à-dire que j'ai entendu le professeur Jean-Louis Touraine, peut-être que vous connaissez, qui a été député du Rhône et donc qui milite déjà depuis un petit moment, enfin, sur la même position que nous, et qui dit qu'une loi qui n'est pas appliquée au bout de 5 ans, c'est une mauvaise loi. Ça fait 7 ans, d'accord ? 2016, 2023. Donc, on se pose la question, justement, elle est ambiguë, cette loi. Pour nous, elle est ambiguë parce qu'elle ne répond pas... À la fois, elle couvre une certaine hypocrisie enfin, excusez-moi, moi je dis les choses comme elles sont, de médecins qui, effectivement, prennent les décisions à la place du malade, sans informer les familles. Et puis, de l'autre côté, effectivement, des patients qui ont quand même des souffrances réfractaires, ou des patients qui ont des maladies graves et incurables, excusez-moi, auxquels les soins palliatifs ne peuvent rien. Il faut le savoir, ça existe.
D'accord ? Donc, je veux dire, dans certains cas, c'est pour ça que l'idée, c'était, pour moi en tout cas, et je ne parle pas de sous, parce que je ne peux pas associer la mort avec les sous, c'est très très compliqué. C'est pour ça que la judiciarisation, ça me fait très peur aussi. Mais quelque part, c'est que les choses se fassent justement dans un cadre beaucoup plus transparent, où effectivement, on consulte bien le médecin, mais on respecte ses volontés. Du patient. Oui, excusez-moi, j'ai fait un... Voilà. Mais d'un autre côté, on parlait aussi de fin de vie. Mais regardez... Recommence la phrase. Reprends la phrase. Je reprends la phrase. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? On consulte bien. Hein ? On consulte bien. Le patient. Le patient. Et on écoute ce qu'il dit. Voilà. Voilà, tout à fait. Merci. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des cas, malheureusement, de jeunes, et au centre des Massues, je peux vous dire que j'en ai vu un certain paquet, de jeunes motards ou des gens qui ont des accidents de la route très très graves, qui sont amputés des 2 bras, qui sont amputés des 2 jambes. Après, chacun choisit effectivement ce qu'il veut faire de sa vie. Mais il y en a certains pour lesquels ils vont vivre sans membres. Il y a un type qui fait de la natation là, qui est splendide. Oui, il est vraiment extraordinaire. Puis il y a d'autres personnes qui ne vont pas supporter de continuer à vivre pendant 40 ans comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est propre à chacun. Donc moi, la question, c'est que je souhaite que l'on puisse respecter la personne qui dise que vraiment, il ne se voit pas passer 40 ans dans cette situation-là. Mais en toute légalité, pour lui-même, si effectivement il fait un geste, ou pour le médecin qui accepterait de l'aider. Et pour moi, aider activement à mourir, c'est accompagner la personne. Voilà. Alors, moi, j'ai d'autres hypothèses sur ce changement de loi. Je pense qu'il y a une vraie pression sociétale. Il y a une pression de nos voisins européens, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays autour de nous qui ont légiféré. Il y a les Québécois, alors c'est pas nos voisins, mais il n'y a pas si longtemps. Espagne, Portugal, Luxembourg. On a tendance, il y a quelque chose qui court et qui dit, enfin il y a un bruit comme ça qui dit, on est en retard en France. On n'est pas en retard en fait. On n'a pas pris le même chemin. Voilà, ça c'est un élément important. L'autre élément, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va vite. Et que ce temps de fin de vie n'est plus perçu comme un temps essentiel de l'expérience humaine, comme un temps qui est un temps d'au revoir, qui est un temps qui a du sens, mais qu'on a l'illusion de penser que parce qu'on va mourir vite, on va mourir mieux. Et ensuite, excusez-moi, je vais juste revenir sur plusieurs choses, notamment sur la problématique du polyhandicap, sur la problématique aussi des réanimations. Les réanimateurs, la Société française de réanimation a écrit un article là, ces jours-ci, où ils redisent combien ce qu'il est important, c'est de réfléchir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les limitations et les arrêts thérapeutiques actifs. C'est qu'on a une médecine qui permet de sauver beaucoup de gens, et c'est extraordinaire. Mais on a aussi une médecine qui crée des situations limites et des situations de vie particulières qui peuvent entraîner des souffrances, et que on a aussi le devoir de se poser la question de comment on fait pour gérer ces situations. Les réanimateurs, ils disent que dans leur pratique, il y a beaucoup plus de gens et de familles qui demandent de l'obstination raisonnable et poursuivre les réanimations que de gens qui demandent à mourir. Et enfin, pour répondre à madame, et c'est pour ça que j'ai évoqué les soins palliatifs précoces, pour rebondir sur ce qu'évoquait, je crois beaucoup au niveau d'engagement thérapeutique et à la gradation. Vous savez, j'ai travaillé quelques années, j'ai travaillé un petit peu dans une structure de soins palliatifs dans laquelle il y a aussi des états végétatifs persistants. Les états végétatifs persistants, c'est des personnes qui, par définition, ne sont pas autonomes sur le plan de la conscience et qui sont souvent des jeunes, mais pas que. Et une des problématiques, c'est que dans l'accompagnement des familles de ces gens, puisque par définition, on ne peut plus tellement demander la vie à ces personnes en état végétatif persistant. Dans l'accompagnement des familles, on est rentré dans une chronicité.
Et on ne s'est pas forcément posé toutes les questions éthiques, mais parce qu'elles sont éthiques et elles sont complexes, on n'a pas forcément une réponse. Voilà, donc je pense que toutes ces situations-là, elles restent singulières. Et il faut aussi avoir... moi, je crois beaucoup que nous, en tant que médecins, on a le devoir, et un devoir finalement de transparence, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc on a aussi un devoir d'humilité. Dans l'information, je parle, dans la prise de décision. Alors, je vais vous passer le micro, je voulais juste... intervenir un peu en parallèle de ce qui vient d'être dit. Les gens qui choisissent pour l'instant d'aller mourir en Belgique ou en Suisse, c'est un processus qui dure plus de 3 mois. D'accord ? Il y a des visites avec les médecins, il y a des échanges avec des équipes pluridisciplinaires, etc. Et pour témoigner, et je pense qu'il ne m'en voudra pas, donc du médecin conseiller qui a accompagné sa femme en Belgique avec ses 4 enfants, ils ont à chaque fois accompagné leur famille, c'est-à-dire que c'est un processus qu'ils ont partagé ensemble. Et le moment, justement, je rejoins sur ce que dit Cécile, et qui est très important pour moi, c'est qu'il y a vraiment un sens, c'est-à-dire que la personne qui a, pendant toute sa vie, été utile, autonome, etc., et qui se trouve à la fin complètement paralysée avec la peur d'étouffer, on prend souvent ces exemples-là, je le reconnais, mais c'est les plus illustratifs. Là, quand elle a décidé d'éviter d'aller jusque-là, elle a le temps de dire au revoir à son mari, à ses enfants. Il y a des temps d'échange qui sont vraiment extrêmement profonds. Et je vous invite à aller voir, alors je fais un petit peu pas de prosélytisme, mais c'est pas ça, mais il y a un film, un documentaire qui va passer dans 3 cinémas qui sont l'Aquarium Café, le LEM et puis le cinéma Bellecour. C'est un documentaire réalisé par 2 co-réalisatrices belges qui s'appelle Les mots, M-O-T-S, de la faim. Et où on voit les consultations d'un professeur en Belgique qui fait partie de l'hôpital et des soins palliatifs de l'hôpital et qui pratique ces euthanasies. Et justement, on entend, parce qu'on ne voit rien, évidemment, vous imaginez bien, on entend juste les mots prononcés par les personnes juste avant de mourir. C'est extrêmement touchant, c'est très très beau, et c'est tout... Enfin, toujours, je n'y ai pas assisté moi-même, mais je veux dire que ce qui nous est relaté, c'est que ce sont des morts très sereines et très apaisées. Ouais, juste avant pour rebondir, je voudrais juste dire qu'il y a 657 000 décès en France, enfin c'est les chiffres de 2021, et que sur 657 000 décès, il y a une 50aine de personnes qui ont bénéficié d'euthanasie ou de suicide assisté, que ce soit en France ou en Belgique. Voilà, donc le ratio est quand même minime. Juste pour... parce que j'ai vu il est passé à la télé, le film, et Oui, il y a... Sur Arte, il est passé, sur Arte, absolument. Oui. Et c'est vraiment un film fantastique, donc parce qu'il pose autant de questions qu'autre chose, d'ailleurs. Donc c'est vraiment bouleversant. Même, voilà, je trouve que c'est quelque chose à voir. Oui, moi je voudrais savoir si la loi fait suffisamment place au collectif, à tout niveau, parce que donc ce qu'on souhaite, c'est ne pas être soumis à une décision d'une seule personne, et on aimerait que les médecins puissent se réunir plusieurs médecins pour parler de la situation de la personne, ainsi que les aides-soignants, parce que souvent on les oublie, ceux-là, on les traite pour rien du tout, ils n'ont pas droit à la parole, et je trouve que c'est dommage. Ensuite, donc l'autre collectif, c'est donc les familles, qu'il faut aussi de temps en temps réunir pour voir comment elles voient les choses. Il se peut qu'il y ait des difficultés dans ces réunions, parce que dans une famille, on n'est pas tous du même avis, c'est évident. Voilà. Mais est-ce que la loi peut permettre d'avancer dans ces domaines ? Alors, 2 choses. La première, c'est que moi, dans mon travail quotidiennement, je travaille en équipe, et les soins palliatifs sont une discipline médicale dans laquelle on travaille tout le temps en équipe. Moi, je crois, depuis très longtemps,
je pense peut-être depuis que je suis médecin, que l'interdisciplinarité, le travail en équipe et la philosophie des soins palliatifs sur justement le fait que, comme je disais tout à l'heure, on écoute, l'aide-soignante, elle va avoir une évaluation et un regard, elle va entendre des choses. La SH, en faisant le ménage, elle va entendre autre chose. L'infirmière, elle va avoir un autre regard, le médecin un autre. Et nos regards, ils s'additionnent. Et parce qu'ils s'additionnent, ils sont au plus près des patients. Et je crois que cette démarche palliative, cette démarche de soins qui est au cœur de la parole, dans laquelle la parole est au cœur, ça devrait être étendu à toutes les disciplines de la médecine. En fait, il n'y a pas de raison que ce soit que l'exercice des soins palliatifs. Pour répondre à ce qui est des proches, moi je pense que dans mon travail quotidien, je discute avec les proches tous les jours. Je fais des entretiens famille tous les après-midi. Alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais sur une journée de travail de 10 heures, je passe au moins 3 heures à discuter, à rencontrer des familles. Et alors ça c'est vrai en unité de soins palliatifs, mais quand j'étais en équipe mobile, c'était déjà vrai. Et vous avez raison, c'est fondamental en fait. On ne peut pas travailler sans s'occuper de la famille. Et on a beaucoup d'échanges, beaucoup de mots, Moi je suis toujours impressionnée de la manière dont les familles nous remercient. Ils viennent de perdre leurs proches et ils nous remercient pour notre humanité, pour la qualité de notre écoute, pour notre présence, pour avoir su être dans la rencontre avec la personne. On a un livre d'or à l'entrée du service et le nombre de... Enfin, je trouve ça... À chaque fois, je suis ébahie de la manière dont les gens peuvent nous remercier. Probablement aussi parce que la qualité d'écoute et d'échange qu'on peut avoir dans nos services n'est malheureusement pas la même dans l'hôpital. Mais je pense que c'est là où on aurait aussi d'autres travail à faire. Je dis souvent qu'en fait, quand j'écoute le patient, j'ai fait 90% de mon travail. En fait, vous demandez à quelqu'un, voilà, pourquoi vous venez, qu'est-ce qui se passe, il va tout vous dérouler. Puis après, oui, j'examine, je réfléchis, mais voilà, donc c'est... Alors, moi, je voulais intervenir pour compléter par rapport à madame, donc pas dans le domaine médical, mais nous, on s'est rendu compte qu'on aidait beaucoup les personnes à rédiger leurs directives anticipées. Et du coup, souvent, c'est un moment extrêmement personnel, intime. Et justement, quand les personnes y réfléchissent, on leur demande d'y associer leur famille. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez avoir une fratrie de 4 frères et sœurs. Si, par exemple, le papa décide que lui, il aimerait pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, vous pouvez avoir 2 enfants qui sont en lien et veulent respecter le souhait de leur papa, et 2 autres pour lesquels ça sera intolérable parce que pour des raisons ou religieuses ou spirituelles, ils ne peuvent pas, c'est impossible pour eux. Et donc ce travail-là, il est capital parce que le père doit faire... Ça peut évoluer. Voilà, ça peut évoluer, absolument. Mais je veux dire, c'est des temps privilégiés, vous pouvez peut-être faire ça, un déjeuner de Pâques, vous voyez, il faut trouver un moment propice où la personne qui commence à souffrir en discute avec ses proches, mais quelque part, moi je dirais que, moi personnellement j'ai rédigé les miennes, mes enfants sont au courant, ils sont personnes de confiance, ils savent ce que je souhaite. Après, on me dit, c'est peut-être pas les meilleures personnes d'être les personnes de confiance, parce qu'il y a trop d'affectifs. Alors, effectivement, je peux prendre une amie, mais peut-être qu'au moment où j'en aurai besoin, cette amie, elle ne sera plus là. Donc, mais c'est des choses qui prennent des fois des années à rédiger, parce qu'il y a besoin de cet échange. La personne de confiance, elle est là pour exprimer la volonté de la personne qui ne pourra plus s'exprimer. Elle ne fait pas part de de sa volonté à elle. Donc, ça demande vraiment de réfléchir, et c'est un cheminement qui est très intéressant pour les familles. Merci. Je voudrais poser 2 questions qui sont d'un ordre différent. La première, en commençant par rendre hommage aux soins palliatifs, je pense que c'est un vrai progrès
de l'humanité ou d'humanité, ça me paraît évident. Enfin, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais ce que j'ai lu aussi, etc. Mais est-ce qu'on peut avoir un débat éthique sérieux, pouvant engendrer une loi nouvelle, dans la mesure où l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti à tout le monde? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas s'il y a une réponse, enfin, vous verrez. Et la deuxième question, j'aurais dû la poser tout à fait au début, mais est-ce qu'il y a une différence essentielle en dehors de la question d'un pronostic vital engagé à court ou long terme? Quelle est la différence entre la sédation, dans son essence, entre la sédation prolongée irréversible et l'euthanasie? Alors j'aurais dû poser cette question au début, hein, mais... Allez, on a quand même monopolisé la parole un petit moment. Oui, effectivement, c'est ce qu'on entend quelquefois. Oui, mais en fait, la sédation prolongée, c'est la même chose que l'euthanasie, donc c'est une question de mots. Et pour moi, c'est pas une question de mots. Parce qu'autant je suis réservé, plus que réservé pour l'euthanasie, autant je suis pour la sédation prolongée. C'est que c'est le fond qui est différent pour moi. La réalité, elle peut être relativement proche, mais le fond est différent. Dans un cas, vous donnez la mort à quelqu'un qui la demande, etc., mais vous donnez la mort à quelqu'un. Dans un autre cas, dans l'autre cas qui est celui de la sédation, vous endormez quelqu'un pour l'aider à ne pas souffrir et vous laissez la mort arriver avec, comme ça a été précisé tout à l'heure, le risque effectivement que la sédation elle-même puisse raccourcir en quelque sorte la vie. C'est le double effet. Moi, j'ai entendu dans un colloque à Marseille, en l'occurrence sur le sujet, il y a pas mal d'années déjà, un médecin dire que éventuellement, ça pouvait même être quelquefois le contraire, et qu'il pouvait y avoir des sédations qui, au contraire, prolongent parce qu'il n'y a pas de souffrance, etc. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très différent. Je suis d'accord que dans la réalité, c'est tout proche, mais aider quelqu'un à ne pas souffrir, c'est pour moi quelque chose de tout à fait utile, vital, etc. Alors que dans l'autre cas, j'ai l'impression qu'on est dans un autre... Et pour moi, il y a une ligne rouge, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a une frontière entre les deux. Et en franchissant, j'ai l'impression qu'on change pas mal de choses sur le plan éthique. Sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, je suis pharmacienne, hein, donc en tout cas sur Lyon, je ne sais pas à Marseille, sur Lyon, la molécule qui est utilisée, c'est du midazolam. Donc c'est un anxiolytique, donc ça veut dire que c'est quelque chose effectivement qui tranquillise. C'est-à-dire que le malade, quand il souffre, il est agité, il n'est pas bien, etc. Donc on va l'aider à moins angoisser et effectivement, mais ce n'est pas un médicament létal. Donc sur le plan pharmaceutique, il y a une différence, c'est-à-dire qu'on administre un tranquillisant qui va endormir progressivement la personne, mais on n'administre pas une potion létale comme du pentotal ou ce qu'on peut appeler des anesthésiques très forts. Donc, je veux dire, sur le plan pharmaceutique, il y a une différence. Après, ce qui est difficile, en tout cas pour nous, association, c'est qu'effectivement, il y a des personnes, vous les endormissez, mais vous ne savez pas si elles souffrent plus. Et vous avez effectivement des survies, moi j'appelle ça une survie, qui peuvent durer quelques semaines, voire quelques mois. Donc, dans des conditions qui sont... vous supprimez donc l'alimentation artificielle, vous maintenez l'hydratation, je crois, à peu près à moitié. Voilà, on peut se poser la question de est-ce que c'est éthique de faire ça? Je vais juste donner quelques précisions, si je puis me permettre. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, c'est l'intentionnalité qui compte. Une euthanasie, on fait mourir. Une sédation profonde et continue mène jusqu'au décès. On laisse mourir et on soulage la personne. Alors, excusez-moi. Je vais continuer. Vous savez, quand on accompagne des gens en fin de vie, on a un certain nombre de personnes qui sont effectivement dans le coma, qui à un moment donné, effectivement, ne réagissent plus, n'ont plus de communication verbale, sont endormis, donc sédatés. Effectivement, le médicament qu'on utilise de manière plus large, c'est le midazolam, c'est une benzodiazépine, et on l'utilise à des doses sédatives, c'est-à-dire qu'on endort le patient. Et la
rapidité avec laquelle on endort le patient dépend de la raison pour laquelle on endort le patient. Un patient, donc ça c'est quand même un élément important. L'autre élément, c'est que est-ce que le patient souffre? Moi je dis toujours aux familles, quand on me demande, vous allez soulager la souffrance? Oui, je m'engage à soulager au maximum la souffrance. Je n'ai pas de signe indirect de souffrance, parce que les signes indirects de souffrance, j'en ai tous les jours, tant que sur le plan de la douleur physique que sur le plan de l'angoisse. Dans l'agitation, dans l'attitude du patient, dans la respiration. C'est ma clinique quotidienne, c'est mon observation du patient. Et quand j'ai quelqu'un, que ce soit sous une sédation ou que ce soit dans le processus de fin de vie sans sédation, ben je vais observer même, et je vais ajuster. Après, qu'est-ce qu'il ressent exactement? Je serais bien infoutu de vous le dire, personne n'est jamais revenu me le dire, donc je ne sais pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que dans ma pratique quotidienne, et plus je vieillis et plus j'accompagne de patients, plus je suis surprise et toujours étonnée que finalement, le moment du décès est imprévisible. Et je crois que inconsciemment, la personne, il appartient à la personne, et j'en suis de plus en plus convaincue. Alors ça paraît peut-être très ésotérique de la bouche d'un médecin, mais je peux vous dire que le nombre de patients qui étaient dans des états cliniques où je me disais mais ça va pas durer longtemps et qui en fait ont attendu. Je me souviens d'un monsieur qui attendait la naissance de son dernier petit enfant. Quand il m'a dit la date de naissance, je me suis dit c'est pas possible. Ben, en fait si, il a attendu. De ceux qui attendent que leurs enfants soient réconciliés, que leur conjoint puisse lui dire tu peux partir. Voilà, donc moi je crois, et Sylvie évoquait les allers-retours en Belgique, des consultations, d'un processus. En fait, dans l'accompagnement de fin de vie, on est dans un processus, dans un cheminement, où les échanges avec le patient et les échanges avec la famille, ben c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement. Accompagne ce processus de... Je ne pense pas qu'on puisse parler d'acceptation, parce que je ne crois pas que tout le monde meurt en acceptant de mourir. Voilà, je pense que ça c'est... Mais en tout cas, ce que j'observe, et je dis aux familles, quand on me demande il en a pour combien de temps, je dis ben en fait je sais pas, et je vais vous dire quelque chose, plus j'ai d'expérience et moins je sais. J'ai vu des gens être accompagnés 24 heures sur 24 et mourir quand la famille va boire un café. Voilà, je ne veux pas vous raconter toutes mes histoires, mais c'est juste pour dire que je crois que quand même, quand on a quelqu'un qui est sous une sédation, on a quand même des moyens cliniques d'observer. Alors oui, on aimerait bien faire des études pour savoir exactement ce qui se passe, des IRM fonctionnels, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on aurait vraiment la réponse et faut-il vraiment avoir ces réponses? Il y a encore une question là-bas. Je suis lente. Ah ouais, tu as déjà pris? Oui, c'est déjà pris. Je ne sais pas faire. La première question vient d'un article qui est paru dans Le Monde début février sur l'ambivalence du patient. Alors j'aimerais savoir si dans votre expérience personnelle des uns ou des autres, vous attestez de cette ambivalence, des conditions dans lesquelles elle s'exerce, et puis si elle s'exerce sur le patient, ça c'est clair, mais aussi au sein des familles et aussi au sein des soignants. Ça, c'est la première question. La seconde question, elle s'adresse plutôt à monsieur l'éthicien. On a dit que c'était très compliqué, que la loi n'était pas encore appliquée, qu'on voulait une nouvelle loi, etc. J'aimerais savoir si le fait qu'elle ne soit pas tellement bien appliquée, le fait qu'on n'arrive pas à développer le système au-delà des 40% dont on a parlé tout à l'heure, provient encore aujourd'hui de l'attitude de médecins ou de soignants en général, mais surtout des médecins qui sont là pour donner la vie, pour permettre la vie. J'ai une question d'abord. On commence par je sais pas. Moi, je peux répondre à la dernière. Enfin, répondre à la dernière. Je ne sais pas si je vais répondre à la dernière, mais je vais en tout cas essayer. Alors,
ça me donne envie quand même de reprendre un peu, pardon, ce que vous avez dit tout à l'heure sur, en citant Touraine, je crois, que si une loi n'était pas appliquée après 5 ans, c'est qu'elle valait rien, ou enfin c'est qu'elle était, elle est mauvaise. Voilà. Alors ça, je crois pas du tout. Je crois pas du tout pour des tas de raisons. Mais en particulier, pourquoi, je crois que la question de départ c'était, mais pourquoi est-ce qu'on demande encore une autre loi, etc. Mais tout bêtement, je crois parce que bien avant que la loi Claes-Leonetti sorte, il y avait déjà des gens, et déjà des gens de la DMD, vous avez rappelé que ça durait depuis un certain temps, qui militaient très fortement pour le suicide, pour la possibilité de l'euthanasie. On ne parlait pas de suicide assisté, même peut-être au tout début. Et que cette militance, il faut quand même reconnaître, elle a duré, elle a continué en permanence. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est faite par des gens de qualité au sein du Parlement et ailleurs, qui va dans ce sens-là. Donc de toute manière, c'est pas parce qu'on s'est aperçu 5 ans plus tard que ça ne marchait pas que des gens se sont dit tiens, peut-être on va réfléchir à l'euthanasie. Ça, c'est une démarche qui, il me semble, était une démarche en grande partie pour un bon nombre, je ne sais pas comment il faut dire, idéologique mais au bon sens du terme. Je veux dire de conviction philosophique plus que de réaction particulière à des situations. Je pense qu'il y a toute une dimension, j'avais discuté longuement une fois avec une représentante alors d'une autre association, c'est Ultime Liberté, je crois. Enfin voilà. Son procès aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, c'était un mouvement qui était quand même assez radical, j'ai l'impression. Mais là, c'était très clair que c'était une conviction philosophique qu'il fallait appliquer. Et donc, de toute manière, les lois telles qu'elles étaient successivement ne répondaient pas complètement à ça. Alors, le fait que ça ne fonctionne pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des lois aussi très différentes. Quand une loi dit il faut que l'administration se comporte de telle manière, là effectivement, si au bout de 5 ans ça ne marche pas, c'est simplement parce que les gens s'en fichent et parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'appliquer. Mais quand il s'agit de changer une mentalité de population et surtout d'un corps de soignants très important, j'ai l'impression que c'est quand même normal, pour être honnête, même si c'est tragique, que ça prenne du temps avant que ça bouge. Qu'en pense Cécile? Et enfin, juste peut-être un mot en plus, c'est qu'il y a ça, et puis il y a toutes ces questions d'argent, toutes ces questions de moyens qui font qu'effectivement, je pense, parce qu'il y a à la fois les besoins techniques, on pourrait dire, qui manquent, mais on a aussi les besoins, c'est aussi le côté humain qui manque. Le nombre de médecins s'orientant dans ce genre de spécialité, etc., etc. Et ça, je pense que ça ne marche que s'il y a une volonté très forte. Or, j'ai l'impression que beaucoup de gouvernements, sous des pressions diverses, font voter une loi. Une fois que la loi est passée, tout le monde est content. Mais vous savez, le nombre de lois mauvaises au sens de ce critère, et je crois qu'il y en a un paquet quand même, et dans des tas de domaines, parce que la loi, je crois que nos députés sont super doués pour voter des lois. Je ne suis pas sûr que beaucoup de ces lois transforment réellement la situation. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas... Sur la question de est-ce que de l'application et des médecins et des soignants qui n'appliquent, oui, les médecins et les soignants, on est formatés pour guérir, pour sauver quand on est à la fac de médecine. Et du coup, on a un changement de paradigme quand on fait du soin palliatif. On sauve personne, on soulage, on accompagne, mais et donc ça nécessite de valoriser aussi cet aspect de la médecine et surtout, et c'est ce qu'on s'attelle à faire dans toutes les formations qu'on donne, de montrer à quel point c'est pas contradictoire en fait, et que prendre en compte la qualité de vie du patient, ça veut pas dire qu'on ne donne pas les moyens de le guérir, mais simplement on le prend plus en compte dans sa globalité. Donc, mais c'est vraiment je dirais une vision du métier et de l'approche qui diffère, avec des moyens nécessaires pour ça, et des moyens humains, mais des moyens en termes de formation, et des moyens... voilà, donc il y a vraiment... donc, pour répondre à cette première question, à votre deuxième question, sur la première question de l'ambivalence, mais oui, l'ambivalence, on la vit tous les jours. L'ambivalence du patient, l'ambivalence de sa famille, et l'ambivalence du soignant. Oui, il y a
Enfin, on a des patients, je vais vous citer l'exemple d'une de mes patientes, je vous assure que la semaine dernière, dans la même phrase, elle m'a dit « je veux mourir vite et je veux vivre ». Dans la même phrase. Et son époux me disait « j'en peux plus, je veux qu'elle parte ». Et en même temps, il exprime à quel point c'est culpabilisant de penser ça. Et en même temps, mais comment je vais faire quand elle sera plus là ? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cheminement, c'est qu'on a sans cesse en fait des allers-retours. Parce que il y a des moments où il y a de la lassitude, il y a du ras-le-bol, donc les gens ils vous disent je veux partir, mais des fois ils veulent juste que cette situation cesse. Ils veulent pas forcément mourir, parce qu'ils veulent pas non plus laisser ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment. Parce que ce qu'on n'a pas du tout évoqué au cours de cette soirée, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à dire, c'est l'angoisse. Le nombre de gens qui sont angoissés et qui ont peur de mourir, et qui à l'approche de la mort, cette angoisse, elle se manifeste. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont demandeurs d'une aide active à mourir sont des gens très angoissés et dans l'hyper-contrôle de tout. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais quand même, c'est une observation qu'on fait. Voilà, donc, c'est juste... Et l'ambivalence des familles et l'ambivalence des soignants. Avec, vous savez, être soignant en soins palliatifs, c'est être créatif tout le temps. J'avais une patiente de 47 ans qui pleurait, qui était très très mal, une souffrance psychique majeure. Et on a essayé des médicaments, le psychologue, et puis après on s'est dit on va lui proposer des soins du corps, et puis on va lui proposer de la musique, et puis là on va lui proposer des massages. Et donc tous les jours on essaye. Et des fois on est face à des souffrances tellement horribles qu'on se dit mais comment on va faire ? Et peut-être que s'il était plus là, ça serait plus facile. Et on doute de nous, puis après on se reprend, hein. Forcément. Et c'est pour ça que l'équipe est un appui fondamental. Parce que si on peut pas faire du soin palliatif, on peut pas faire de la médecine tout seul, on peut sûrement pas faire du soin palliatif tout seul. Il y a des moments où on a besoin de passer le relais. Quand on sent que on n'a plus notre capacité d'écoute et notre capacité d'empathie, notre capacité justement d'inventivité pour soulager, c'est qu'à ce moment-là, il faut aller se ressourcer auprès de l'équipe. Et on a bien sûr des groupes de supervision pour déplier tout ça et nous aider à avancer. Je rajoute juste un point. Vous avez évoqué deux points essentiels dans la vie d'un être humain, sa naissance et sa mort. On sait qu'en naissant, de toute façon, on est voué à une finitude. Enfin, après, il y a des personnes qui croient à un au-delà et je respecte totalement. Mais je veux dire, la mort terrestre, en tout cas, on le sait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont deux situations d'extrême vulnérabilité. Pour ça qu'on s'occupe beaucoup d'un nourrisson et que voilà. Et pareil, pour moi, le moment de la mort, c'est un moment essentiel où on doit être dans le respect vraiment de la personne, dans son écoute. Et c'est pour ça que je tiens de nouveau à rendre hommage à tout ce qui est fait en soins palliatifs, parce qu'il y a des équipes formidables. On devrait pouvoir effectivement avoir accès à ça. On ne le peut pas pour des raisons... Alors, il y a une chose que je voulais quand même signaler, j'espère qu'elle ne me contredira pas, c'est que les personnes qui font des études de médecine, c'est eux qui choisissent leur spécialité. Il ne faut pas les spécialités dont la société a besoin. Voilà, c'est juste... Mais juste pour dire que, par exemple, aujourd'hui se développe de plus en plus dans un certain nombre de spécialités en oncologie. Je sais que ça existe dans les études d'oncologie à Marseille, mais on est en train d'essayer de le développer dans d'autres spécialités. C'est de pouvoir former aux soins palliatifs les spécialistes, parce qu'en fait, ils en font quotidiennement. Nous, on ne va pas, en tant que médecin de soins palliatifs, on ne va pas gérer toutes les situations de soins palliatifs. Il y a un certain nombre de situations qui doivent être gérées par nos collègues spécialistes. Pardon. Je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé encore. Voilà. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. Ouais. J'ai une là, et puis après on terminera parce que ça va être. Sinon on est jusqu'à demain matin, je crois. Oui, je pense que chez les médecins, l'histoire du Covid l'a fait voir. Les médecins sont pas prêts. Ils sont prêts à sauver les gens, et pas prêts à voir la mort, puisqu'il y a eu beaucoup, semble-t-il, de catastrophes, si on peut dire, de jeunes médecins
qui se sont trouvés confrontés à cette mort brutale. C'était pas celle des soins palliatifs, mais donc il y a sûrement beaucoup de formation à faire. Et puis, hors médical, j'ai entendu dans d'autres émissions qu'il y avait des bénévoles. Est-ce que dans votre unité de soins palliatifs, vous avez des bénévoles et quels en sont le rôle? J'avais entendu dire que la créatrice, je ne sais pas son nom, des unités de soins, enfin, ou des soins palliatifs, avait voulu mettre tout de suite des bénévoles pour justement essayer de ne pas médicaliser la mort, je crois. Et alors, quel est votre point de vue là? Juste peut-être si vous pouvez noter la question, comme ça je prends la deuxième, et comme ça on termine après. Et ça sera plus... Alors moi je voulais juste demander sur le problème du côté irréversible. Bon, la mort est irréversible, et encore, des fois on réanime des gens. Est-ce que la personne qui demande une sédation prolongée, etc., au moment où elle le demande, ça dépend aussi de son âge, j'imagine aussi. Comment est-ce qu'on est sûr que la personne ne va pas s'en tirer, qu'elle va pas... Vous avez cité aussi une personne qui, souffrant énormément, demandait à mourir, puis quand on avait réussi à la soulager, elle voulait de nouveau vivre. Donc là je m'interroge et je voudrais en savoir un peu plus. Sur la sédation, je vais commencer par la deuxième. Je suis désolée, mais j'ai noté les autres. Hein. Donc sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, juste quand même pour que... C'est difficile de tout expliquer, mais en soins palliatifs, on a plusieurs types de pratiques sédatives, ce qu'on appelle des pratiques sédatives, et il y a des situations dans lesquelles on fait des sédations réversibles, ou des sédations proportionnées, c'est-à-dire qu'ils sont plus progressifs. Dans la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ça fait partie de l'objectif que la personne ne se réveille pas. Comment on fait pour être sûr que c'est vraiment ça qu'elle souhaite? Ça, c'est notre préoccupation quotidienne, puisque j'ai répondu à monsieur sur l'ambivalence, et eh bien, en fait, c'est des demandes qui sont... On n'écoute pas qu'une seule fois, les demandes sont répétées. Et puis c'est pour ça que pour toute demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, il y a une obligation d'une procédure collégiale. Donc, la procédure collégiale, c'est un temps de réunion où on a recueilli la parole du patient, on a donc cherché, si besoin, les directives anticipées, enfin recueilli la parole du patient de différentes manières, on écoute les soignants du quotidien du patient, et on a un médecin extérieur, le médecin du patient et un médecin extérieur. La dernière sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès que j'ai effectuée dans mon service, ça fait pas très longtemps, c'est une dame qui justement avait une ESLA et une maladie de Charcot, et qui était dans une situation où elle avait besoin d'une assistance respiratoire 24 heures sur 24. Et cette dame avait dit depuis longtemps que le jour où elle ne pourrait plus communiquer et plus manger, elle voudrait une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle avait dit ça au début, 2 ans à peu près auparavant, à sa famille, à son neurologue. Elle l'a redit à son équipe du domicile. Et puis progressivement, son état s'est dégradé. Et peu de temps avant qu'elle rentre dans notre service, elle l'avait réitéré à plusieurs reprises et devait être organisée au domicile une procédure collégiale pour décider l'arrêt de cette assistance respiratoire. Et donc cette procédure collégiale, on l'a faite. On a réinterrogé la patiente qui avait déjà donné son avis à son neurologue, à son médecin traitant, à l'équipe du domicile. Donc elle m'a redit son avis. On a rediscuté avec sa famille. Et après, on s'est réunis. Et dans cette réunion, il y avait son pneumologue, son neurologue, le médecin qui l'a suivi au domicile, les aides-soignants du service, les infirmières du service de notre service et l'infirmière du service de neurologie. Et en fait, tout le monde avait entendu la même chose. Et donc, on a
mis en application cette demande. Voilà, c'est pour juste vous donner un exemple. Parce qu'il y a des maladies qui sont de toute façon irréversibles. Oui. Incurables. Oui. Après, la sédation profonde et continue menée jusqu'au décès, c'est à mon avis un dispositif extrêmement intéressant parce qu'il permet de soulager certains patients. C'est loin d'être notre pratique la plus courante en fait. On en fait régulièrement, mais la majorité de nos patients ne passent pas par une sédation pour être soulagés. Alors pour répondre aux deux premières questions, je suis désolée, je monopolise un peu la parole. Sur les bénévoles, bien sûr, c'est Jeanne Garnier et Cicely Sanders, même au tout début des soins palliatifs, qui souhaitaient qu'en effet la mort ne soit pas trop médicalisée et qu'il y avait aussi l'idée qu'on est des représentants de la société civile, que la mort ne soit pas cachée et que du coup des gens extérieurs puissent être présents à l'hôpital. Alors il y a des bénévoles dans le service dans lequel je travaille, il y a des bénévoles de soins palliatifs, il y a des bénévoles d'accompagnement. On a même 2 associations, dont une deuxième qui est en train d'arriver. Ces bénévoles d'accompagnement, donc il y a plusieurs associations en France, et ils vont vraiment ils vont passer un temps avec le malade, avec la personne malade, sans avoir d'informations sur sa pathologie, sur son histoire. Ils peuvent discuter avec elle, s'asseoir à côté d'elle. Ils peuvent même lui tenir la main si elle n'est pas consciente, discuter avec la famille. Et voilà, c'est vraiment... et pour moi, ils font partie intégrante. J'ai pas mal œuvré dans le service dans lequel je travaille pour que justement il y ait une deuxième association parce que je trouvais que ce qu'on me proposait n'était pas tout à fait suffisant. J'ai moi-même été bénévole d'accompagnement quand j'étais étudiante en médecine. Alors, pas très longtemps parce que c'était un peu compliqué, mais il y a un moment où j'étais trop prise, mais c'était vraiment... je crois que c'est là où j'ai eu la meilleure formation à l'écoute du malade. Alors, pour terminer, je vais juste donner la parole à Denis, parce qu'il a 2 citations à nous donner qui me paraissent importantes. Et après, je laisse la parole à Monique pour finir. Alors, Régis Debray, un philosophe que un certain nombre d'entre nous ont pu lire, vient d'écrire un bouquin sur le sujet qui nous a intéressé toute la soirée. Et il l'a écrit avec un médecin. Et ce médecin disait à la radio il n'y a pas très longtemps, les sages-femmes aident à mettre au monde. Et ben moi, j'aide à accoucher de la mort. Et ce qui est drôle, c'est que chez les Coptes, chez les chrétiens coptes, on dit que le mort naît au ciel. Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est une excellente soirée qui nous a appris énormément de choses sur les soins palliatifs et la vie dans un centre de soins palliatifs, qui nous a appris des choses sur l'association, la DMD, l'association pour le droit à mourir pour la dignité, qui a permis de confronter des points de vue différents, mais on est arrivé quand même à saisir toute l'humanité qu'il y avait dans nos propos. Et vraiment, j'en suis très contente. Voilà, je vous en remercie beaucoup.